Bonjour. En 2009, il y a une loi qui a été votée par le Parlement, c'est la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé et Territoire. Et l'idée, c'était un petit peu d'apporter davantage de démocratie sanitaire. Et tout à l'heure, vous avez parlé de partenariat en santé. Est-ce que c'est pas un peu la même idée ? Et quel bilan vous feriez de cette loi avec la création des ARS, les PRS, etc. Par rapport à la place de l'usager aussi. Alors, merci pour votre question. Alors oui, la démocratie en santé, le partenariat en santé, c'est probablement la voie, peut-être la seule, de la démocratie en santé. La démocratie en santé, c'est la participation finalement du citoyen à l'organisation de son parcours de soins et de son parcours de vie. Donc, ce que j'ai évoqué trop rapidement avec le partenariat en santé, ça rentre dans la démocratie en santé. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on a un recul suffisant pour faire le bilan d'une loi d'orientation votée en 2009 ? Je n'en suis pas sûr. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il y avait incontestablement des pratiques en mutation et qu'elles allaient dans le sens du partenariat. Mais ce partenariat, il ne peut pas se décréter. Le partenariat ou une alliance, quelle qu'elle soit, elle ne se décrète pas. Elle est le résultat d'une alliance entre deux partenaires. Elle peut pas se décréter. Donc, la réponse à est-ce qu'aujourd'hui, au travers notamment de la mise en place d'un certain nombre d'instances, on a une évaluation des résultats de la loi HPST, je ne crois pas. Jacques Touchon. Oui, Thierry, j'aimerais te poser une question. Claude Bernard semble avoir joué un rôle fondamental dans l'évolution de la médecine. On dit que c'est le père de la médecine basée sur les preuves. Est-ce qu'on ne fait pas une erreur parce qu'il était beaucoup plus complexe que ce système de médecine basée sur les preuves? Et par exemple, j'ai souvenir de ce qu'il disait, une théorie n'est ni vraie ni fausse, elle est fertile ou stérile. Et est-ce qu'il n'y a pas là une mauvaise compréhension du message de Claude Bernard dans sa médecine expérimentale, donc basée sur les preuves? Est-ce qu'on n'a pas échappé ainsi à la complexité inouïe de l'acte médical? Si, certainement. Alors, la personnalité de Claude Bernard est beaucoup plus complexe que ce qu'on a dit. Notamment, on a voulu en faire un héros de l'antivitalisme, par exemple. Or, il parle de principe vital dans l'introduction. Mais tout simplement qu'il dit, on peut, de façon analytique, avoir une approche de l'être vivant et progresser de ce côté-là. Et effectivement, la fertilité de cette approche n'est plus à démontrer, c'est l'évidence. Mais de l'autre côté, quand on dit basé sur les preuves, aujourd'hui, cette médecine basée sur les preuves, elle est basée au moins autant sur la statistique que sur la médecine expérimentale proprement dit. Et c'est très intéressant de voir la position de Claude Bernard vis-à-vis de la statistique, qu'il considère comme la négation du savoir scientifique, puisque les conditions étant données, c'est toujours ou jamais qu'un phénomène apparaît, puisque on est dans le déterminisme. Alors qu'on sait bien que la statistique, c'est une probabilité. Et donc, la position, la structure mentale qu'il y a derrière est évidemment beaucoup plus compliquée que ce que on perçoit du personnage de Claude Bernard, qui est quelqu'un de très compliqué, mais qui a amené énormément. Parce que vraiment, c'est lui qui a incarné, plus encore que Magendie, plus encore que d'autres, l'idée qu'on peut avoir cette approche analytique féconde du vivant, même si d'autres auront dit, tu vois la partie, tu vois pas le tout. Et cette dialectique est évidemment aussi tout à fait capitale. Merci. S'il y a deux personnes. Premier rang, question brève, s'il vous plaît, parce qu'on se rapproche du terme du temps. Elle est très brève. Je voudrais savoir comment vous pensez qu'on pourra
comment dire, supprimer enfin pas supprimer, c'est mon mot est mauvais, mais résoudre ce problème des déserts médicaux qu'on a d'ailleurs dans l'Hérault. Moi personnellement, au niveau des hauts cantons, au niveau de l'Haut-des-Voies, etc., il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de cliniques, il n'y a plus de généralistes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pris en compte dans le futur? C'est peut-être pas la question la plus facile. Oui, mais c'est une question très importante quand même. Alors c'est la question, hein, j'entends parfaitement. Alors moi, une fois de plus, hein, c'est pas qu'un problème de médecin, il y a des problèmes, et c'est un problème d'accès aux soins en fait que vous évoquez, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer. Il y a 2 niveaux de réflexion. Il y a le niveau de la réflexion prospective derrière pour faire bouger le système. Il faut inciter les médecins à aller en territoire, il faut les former en territoire, il faut travailler sur ces sujets-là. On ne l'a jamais fait. Les facs de médecine n'ont jamais territorialisé leur offre de formation. On n'a jamais autant communiqué sur ces sujets. On ne s'est jamais autant allié sur ces sujets territoriaux. Et puis, il y a la question de l'urgence. C'est celle qu'on vit actuellement, qui est effectivement compliquée, qui repose sur des éléments organisationnels, comme le service d'accès aux soins, comme un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Mais la situation, elle est critique, hein. Il y a une urgence absolue à donner des réponses à cette question, sur laquelle il y a des choses qui ont été mises en place. Mais la situation est totalement insatisfaisante. C'est pour ça que j'en parle comme ça, hein. Moi, la moitié de médias était sur le sujet territorial, là. Merci. Une dernière question. Alain Châtelain, une question peut-être encore à Madame Lafont. Vous avez parlé, je crois, à un moment de silos et dans l'organisation de la médecine. On a beaucoup parlé du soin. Moi, quelquefois, je m'intéresse un peu aux aspects du handicap. Et en fait, on a une autre frontière, c'est passer du soin au médico-social et puis passer ensuite du médico-social à la vie. Et donc, on est dans une question de coordination. J'ai bien entendu que le patient ne pouvait pas coordonner son parcours. Mais en fait, dans le handicap, c'est le patient qui assume cette coordination globale, c'est son parent quand c'est un enfant. Voilà, donc ma question, c'est est-ce qu'on va arriver à rompre les silos qui font que le médico-social pourrait être une ressource, mais pour accéder au médico-social, il faut passer par un dossier MDPH, ensuite il faut que la MDPH vous octroie une place dans un service, dans quelque chose. Comment est-ce qu'on peut donner de la fluidité à ce système et comment on peut faire sortir la coordination d'un poste de médecin? J'ai entendu parler du rôle du médecin comme coordinateur à peut-être d'autres professionnels, des professionnels de santé ou des professionnels médico-sociaux qui pourraient jouer ce rôle de coordination du parcours de soins d'un côté, mais dans le handicap, il y a le parcours de soins et le parcours de vie qui sont étroitement liés. Alors merci beaucoup Alain de cette question. On en a tout petit peu discuté déjà, je crois, à un certain moment de nos travaux communs. Et il y a plusieurs choses à mon sens. Il y a des sujets autour de la complexité actuelle de notre système de soins qui va jusqu'au médico-social, qu'a très bien illustré François Carbonel. Effectivement, l'organisation en silo sanitaire médico-social, c'est quelque chose qui fait partie des silos qu'il faut faire évoluer. Après, la deuxième question que vous posez, elle a à faire sur un sujet que je n'ai pas du tout traité là, c'est la question des nouveaux métiers de la santé. La question de la coordination est un très bel exemple. On a confié aux infirmières en pratique avancée une partie de mission qui est une mission de coordination, sur lesquelles elles sont particulièrement formées, ou ils ou elles sont particulièrement formées. Puis il faut se poser la question de faire émerger des corps professionnels dont le métier, c'est la coordination du parcours de soins et du parcours de vie, parce que mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est en continuité. Donc ça fait partie des évolutions qui sont indispensables. Je me permets de renforcer dans le même sens. Avec la loi HPST, normalement, des structures devaient émerger, donc qui ont émergé depuis, donc les dispositifs d'appui à la coordination, donc les DAC, dont l'enjeu était de coiffer les MSP pour les accompagner sur les parcours complexes. Donc typiquement des patients qui mordaient sur le médical et le médico-social. Ça a été pensé comme ça par la loi, ça a été long à se mettre en place. Les DAC maintenant sont en train de se mettre en place progressivement, mais leur grand enjeu, pour en parler régulièrement avec eux, parce que du coup, en tant que membre de MSP, je discute régulièrement avec mon DAC 66, c'est l'opacité du médico-social. Et qu'effectivement, déjà, pour les assistantes sociales qui s'occupent du DAC, réussir à savoir
à quelle porte elle sonne, c'est pas évident. Donc ça, c'est un problème majeur. L'autre problème, effectivement, on est sur la question des nouveaux métiers qu'a abordé Madame la doyenne, mais qu'effectivement, il y a la question du case manager, qui est particulièrement développée, par exemple, dans d'autres systèmes de santé que le nôtre. Et effectivement, c'est un nouveau métier qu'il faut faire émerger. Il y a des case managers qui apparaissent dans les DAC. Et la question, ensuite, c'est à quel niveau de granularité on les descend et quel moyen nos systèmes de santé se donnent pour les mettre. Je m'explique. Si un case manager dans un DAC, il aura du mal à gérer un patient. Le DAC 66, je crois que c'est une cinquantaine de dossiers par an. C'est très peu à l'échelle de nos patientèles et de nos besoins. Si vous descendez le case manager sur les soins CPTS, il sera potentiellement loin de l'équipe de soins, mais il pourra travailler sur le parcours de soins. Par contre, si vous mettez le case manager sur la MSP, tout de suite, vous avez un relais et vous pouvez effectivement accompagner le patient, par exemple, vous disiez tout à l'heure sur la question de l'IRM, il faut aller rechercher, par exemple, une consultation spécifique. Et une de mes problématiques de médecin généraliste actuellement, c'est que je me retrouve à faire la secrétaire pour mes patients, parce qu'il y a tellement de verrous sur le second recours que je n'arrive pas à avoir des rendez-vous décents, purement décents, même pas efficaces, pertinents, logiques, au bon moment, décents. Moi, j'ai des rendez-vous chez un gastro-entérologue à 6 mois. Un dermatologue à 1 an et demi. Et on est à Perpignan, on n'est pas à l'autre bout du monde, à Perpignan. J'envoie des personnes à Montpellier parce que je n'arrive pas à avoir de rendez-vous. Je veux avoir une échographie, je l'envoie à Montpellier parce que sinon elle a 3 ou 4 mois. Ou je fais un autre examen plus cher parce que je n'arrive pas à avoir mon écho. On en est là, à Perpignan. Je ne parle pas du fin fond de la Lozère, et je suis lozérien, il n'y a pas de problème. Mais la réalité du terrain, effectivement, c'est une urgence absolue, comme disait Madame la doyenne. Mais qu'effectivement, il faut faire parler tous ces strates-là. C'est extrêmement complexe, il y a toutes les cartes à rebattre. Vous avez le directeur de l'ARS demain qui peut-être vous en parlera, mais c'est un travail gigantesque. Mais l'enjeu, c'est peut-être même pas tant les ARS qu'on est sur le ministère, on est sur la politique de santé et les décisions politiques qu'il faut prendre. Sinon, on a des déficits abyssaux et on continuera nos déficits abyssaux qui règlent rien. Merci. On va... Jean-Michel. Oui, je voudrais insister sur un élément qu'a évoqué François Carbonel. C'est la coordination, l'exercice coordonné que l'on voit dans des structures comme la MSP. Et je pense qu'il l'a montré au travers des chiffres d'emploi du temps. Je pense que la solution, elle va forcément vers là. Et cet exercice coordonné, il va justement permettre de la coordination qui aujourd'hui est difficile à déléguer à un tel ou un tel. Merci à tout le monde, merci pour vos questions. Donc nous faisons une brève pause, prévue normalement pour 15 minutes, on va peut-être un peu la réduire. Et je vous invite d'abord, je remercie très sincèrement pour la qualité des interventions tous ceux qui sont à côté de moi. Je vous invite à les applaudir.